Vous êtes sur Medi 1, merci de nous rester fidèles, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Génération News, l'émission qui prend à cœur toutes les problématiques liées à la jeunesse, mais également tout ce qui fait le buzz sur Internet. Mais aujourd'hui, nous allons parler des thématiques assez sensibles, car dans la première partie d'émission avec mes invités, nous parlerons de la pression sociale. Comment gérer cette pression sociale? Cette pression qui consiste à nous inviter à nous précipiter un peu sur certains points cruciaux de notre vie personnelle. Vous en saurez un peu plus en première partie d'émission avec mes invités du jour. Et en deuxième partie d'émission, pas très loin de la première thématique, nous allons parler de l'hypersensibilité. Est-ce un atout ou un inconvénient? Comment gérer son hypersensibilité? À quel moment on sait que nous le sommes hypersensibles? Vous en saurez un peu plus en fin d'émission avec mes invités. Ils sont là sur ce plateau de Génération News. Ce sont des habitués évidemment de Medi 1 TV. Il s'agit de notre ami Nathan. Vous êtes diplômé en management des affaires internationales. Toujours un plaisir évidemment de te recevoir sur ce plateau de Génération News, Nathan. Merci Régis. Plaisir partagé, on l'espère également pour notre ami maître de cérémonie, Yvan, ce monsieur qui vend sa voix, effectivement, pour avoir de l'argent, et c'est tout à fait naturel, c'est normal mon cher. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News, 4e participation, très heureux également de te recevoir sur ce plateau. Je suis très heureux aussi, monsieur Régis. Il est là avec une coupe assez exceptionnelle aujourd'hui, notre ami Dany, très heureux de te recevoir également sur ce plateau de Génération News. Tu es étudiant en agri-business. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Merci beaucoup, monsieur Régis. Les amis, le décor est planté. Nathan, je vais démarrer avec toi sur la première thématique. On parle évidemment de la pression sociale. S'il fallait tout de suite planter le décor, qu'en est-il? S'il fallait donner une définition assez courte de cette pression sociale, elle se résume à quoi? Alors la pression sociale, on peut la voir ou la définir comme ce fait pour la société de mettre des normes ou un temps à certaines choses. Le temps pour enfanter, le temps pour se marier pour les jeunes, le temps de travailler, un temps pour avoir une petite amie, un temps pour avoir une femme. Donc la société a mis des normes ou un temps précis où nous devons faire certaines choses à un moment donné. Mais est-ce que justement c'est pas un peu, on va dire, c'est pas une façon de dicter un peu notre vie? Est-ce qu'on est obligé de s'accommoder à cette norme, j'ai envie de dire? Ouais, le danger c'est que après, si j'ai 25 ans, que la société me dit, ou dans ma zone, dans mon fief culturel, on me dit qu'à 25 ans, tu dois être marié, que je ne suis pas marié. De mon côté, il y a une certaine pression et aussi ce que les gens disent derrière. À un moment donné, on te pose des questions. Pourquoi tu n'as pas d'enfant? Pourquoi tu n'as pas de femme? Pourquoi? Après, les gens font parfois des spéculations sur votre vie. Et ça, c'est ce qui crée parfois après d'autres choses, des dépressions et beaucoup d'autres choses derrière. Et justement, en parlant de dépression, c'est en deuxième partie, on parlera effectivement de l'hypersensibilité. Alors, la pression sociale, mon cher Yvan, est-ce que tu la vis? Est-ce qu'à un moment donné, on t'a rappelé cette pression sociale-là, que ce soit en famille ou bien dans la vie professionnelle? Bon, mais il faut le dire, la pression sociale, on la vit quotidiennement. Dans chaque action que l'on mène, dans chaque activité même que nous pouvons faire. On vit la pression sociale. Comme il disait mon frère Nathan, dans la pression sociale, ce qui se ressort, c'est le temps. Dans tout ce que tu entreprends, le temps est l'élément qui cause même la pression. Pourquoi? Parce que certaines personnes vivent selon l'image des autres. Donc, on se dit que comme tout le monde pense qu'à normalement 25 ans je dois être marié, et moi je suis par exemple à 24 ans, je sens que ça ne va pas se passer, la pression commence. On la vit naturellement parce que j'ai des amis par exemple aujourd'hui qui sont mariés, avec qui j'ai fait des classes, ça cause une pression. J'ai des gens avec qui j'ai appris par exemple qui ont terminé déjà, c'est une pression. Donc, je la vis quotidiennement. Mais est-ce que du coup, quand on parle de pression sociale, est-ce que du coup, c'est pas nous-mêmes aussi à un moment donné, on a l'impression qu'on s'inflige un peu cette pression sociale nous-mêmes parce que visiblement, au vu de ce que tu dis, mon cher Yvan, la pression sociale aussi, elle est un peu amplifiée par cette comparaison qu'on a tout le temps avec la vie de l'autre. Tout à l'heure, tu parles de ton ami qui a un enfant, toi, tu ne l'es pas encore, tu n'es pas encore papa. Et est-ce que c'est pas nous-mêmes aussi, parfois, on se met un peu une pression, parfois inutile, j'ai envie de dire? Oui, c'est nommé. Ça vient à cause déjà du fait que bien avant, il y a quelque chose qui est établi. En fait, la société est régie d'une manière de telle que toute personne qui arrive pense que toute chose est déjà préétablie à l'avance. D'accord. On se dit que normalement, la norme voudrait que telle chose se passe à tel moment,
telle chose se passe à tel moment. C'est pourquoi, naturellement, psychologiquement, tu te sens en fait bloqué à certains moments quand tu penses que tu n'es pas dans le temps. Un peu comme on est en classe pour ceux qui ont fait des devoirs au lycée, à l'université. Quand tu te rapproches de l'heure de la fin, il y a une certaine pression qui monte. C'est un peu ça, c'est un peu comme ça la vie. D'accord. Comment gérer cette pression sociale, mon cher Danny? Est-ce que tu arrives à gérer un peu cette pression de la société, cette norme que la société t'impose aujourd'hui en te disant, écoute, Danny, tu es certes jeune, mais il va falloir que tu avances très vite dans certains points cruciaux de ta vie? Déjà, pour parler de ça, c'est quelque chose de très difficile à gérer parce que nous-mêmes, on n'a pas la sagesse étant donné qu'on ne sait pas qu'on est sous pression de fois et on n'a pas conscience de fois de la chose, mais on est déjà dedans. Est-ce que c'est pas plus dur, loin de vouloir t'interrompre, est-ce que c'est pas plus dur quand c'est quelqu'un qui te le rappelle un petit peu, en fait, qui te dit, bah, écoute, Yvan, il faut que tu te bouges un peu, ou bien, Danny, il faut que tu te bouges? Moi, je trouve que c'est plus dur quand c'est nous-mêmes qui l'acceptons. Pourquoi? Parce que quand on arrive à accepter quelque chose, c'est en nous, et nous l'ingérons et nous devenons sujets à la pression par nous-mêmes. Ouais. Et quand on donne accès à quelqu'un, de mettre un peu cette pression-là, d'accéder un peu à notre vie aussi quelque part. Ouais. C'est là que ça nous affecte. Et je pense que la balle est beaucoup plus de notre côté parce que cette pression, une fois que quelqu'un nous a donné cette pression, c'est à nous maintenant de pouvoir jouer avec le truc. Si nous ne jouons pas bien, c'est à ce moment-là qu'on se met la pression, on commence aussi à regarder un ensemble de choses. Et c'est là que beaucoup d'idées peuvent traverser. En général, les comparaisons, comme Yvan l'a dit, il y a des comparaisons. Les complexes, etc. Exactement. Et c'est de là que naissent toutes ces choses. C'est parce qu'on a adopté la chose en nous et on a accepté cela. Et je pense que pour pouvoir le gérer, pour commencer, c'est d'abord, il faut se dire qu'on n'est pas en retard, par exemple, ou encore commencer à travailler son mental et à aller de l'avant, en d'autres termes, s'il faut le dire, et d'une manière refuser cette pression sociale et penser autrement que ce qu'on veut nous imposer. Gérer cette pression sociale, c'est, comme il a dit, Danny, c'est un travail sur soi-même d'abord, une forme de bilan introspectif, de se dire je suis capable de et que je ne suis pas obligé de céder à certaines choses. Oui, moi je vais dans le sens de ce que Danny dit. Je pense que la pression est dangereuse lorsque elle est intérieure. Parce que tout ce qui détruit d'abord, c'est ce qui est à l'intérieur. Exactement. La pression peut être autour, mais tant que l'eau ne rentre pas dans le navire peut encore avancer. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de cette pression sociale-là? Le plus facile ou ce qui serait mieux pour la gestion, ce serait de se dire, peut-être lui, il a eu le temps où il a voulu faire l'enfant à 25 ans. Moi, j'ai 25 ans, j'ai d'autres priorités. Peut-être j'ai envie de construire avant de faire mon enfant. Ouais. Il faudrait aussi se dire que je suis moi. J'ai mes objectifs de vie. Dans ce cas, l'une des solutions, par excellence, c'est se fixer à soi-même ses codes, ses objectifs. Voilà. Parce qu'on parle d'une société qui nous impose un peu, on va dire, des règles. Pour dire, tout à l'heure, Yvan parlait de cette norme qui nous dit qu'à partir d'un certain âge, tu dois être papa, tu dois avoir un boulot, tu dois pouvoir avoir une famille. Et c'est à nous, justement, de fixer nos règles, de se dire, si à 25 ans, je ne suis pas prêt à être papa, ça peut attendre. L'objectif, évidemment, c'est de l'être dans les années prochaines. Voilà. Et le plus important à retenir, c'est que notre objectif à tous, c'est d'être heureux. Exactement. Ça ne sert à rien d'être papa et d'être malheureux et de rendre son enfant malheureux, par exemple. Il y a des gens qui ont... On va prendre un exemple, 2 personnes qui ont eu le bac la même année. L'un termine, il a son master 5 ans après, l'autre peut-être ne termine pas au même moment. Mais arrivé sur les lieux du travail, sur le monde actif, celui qui a terminé son master peut attendre encore parfois 6 ans, 7 ans sans trouver de travail. Et celui qui a terminé bien en retard, trouver du travail. La vie n'est pas si mathématique que ça. Il y a des éléments qui sont intérieurs, il y a des éléments qui sont extérieurs, qui dépendent de nous, qui ne dépendent pas de nous. La vie aussi, il y a une partie de chance. Donc, il faut se dire que je travaille sur moi-même. Et je pense que c'est le plus important. Je travaille sur moi-même, je travaille sur mes atouts, je travaille sur mes défauts pour les améliorer. Et je me fixe des objectifs de vie. À partir de ce moment, je crois que la pression peut s'évacuer un peu plus. Est-ce qu'aujourd'hui, beaucoup sont dans cette dynamique-là, Yvan, de ce que tu regardes de façon extérieure? Est-ce que beaucoup sont dans cette dynamique de se dire on fait un travail d'abord sur moi-même, sur soi-même,
avant évidemment de prétendre céder à une pression quelconque? Bon, je ne vais pas dire tous, mais beaucoup quand même, oui. Il y en a qui sont dans cette dynamique. Mais dans notre société, par exemple, africaine, ou si on part un peu plus au Gabon, les enfants grandissent avec cette éducation du parent qui a la main mise sur quasiment tout ce qu'il fait. Et naturellement, l'enfant vit une pression depuis le bas âge. Si je n'ai pas mon bac à tel âge, voilà, c'est déjà une pression même familiale, bien avant que ce soit des personnes qui sont dehors qui viennent te mettre cette pression. C'est souvent à la maison que ça commence. Donc, je rejoins un peu ce qu'ils ont dit pour revenir un peu. C'est que déjà, même naturellement, pour travailler, il faut dire que tout le monde vit cette pression, mais pour travailler cette pression, c'est déjà de se dire que je ne vis pas pour les autres. Voilà, c'est aller à son rythme en fait. Voilà, donc je ne suis pas l'autre et l'autre n'est pas moi. Chacun a ses priorités, chacun a ses objectifs et le temps que je vais mettre pour atteindre le point B n'est pas forcément le temps que l'autre mettra pour atteindre le point B. L'objectif, c'est qu'on arrive. C'est ça le plus important. Mais tout le monde vit la pression. Pour ceux qui suivent le football comme moi, c'est que M. Régis, c'est un grand sportif. Pour ceux qui suivent le football, toutes les équipes avant le match, ils vivent cette pression. Il y a une pression. Mais celui qui gagne, c'est celui qui sait gérer la pression. Il gère la pression parce que, il se connaît, il connaît qui il est, il sait les capacités qui sont en lui. Et là, il a la force de dépasser cette pression. Et souvent, celui qui n'arrive pas à dépasser cette pression arrive souvent à la dépression. Bah, justement, la transition est toute faite. Nathan, je me tourne vers toi. Dany, avant de évidemment te donner aussi la parole pour que tu puisses réagir sur les arguments avancés par notre ami Yvan. Il a parlé de la dépression, c'est un peu l'extrême de cette pression sociale-là. Est-ce qu'il y en a d'autres aussi, des conséquences un peu liées à cette pression, le fait de trop subir cette pression sociale au point où on a l'impression que nous sommes un peu dans une zone de confort, dans une salle insonorisée où on crie à l'aide et personne ne nous entend? Oui, la dépression, c'est peut-être le summum, mais il y a déjà même la maladresse. Ça veut dire que je me dis, bon, je suis en retard, c'est comme si vous devez prendre le train et vous êtes en retard. Vous allez certainement oublier peut-être votre montre, vous allez oublier peut-être le stylo, vous allez oublier quelque chose. Et c'est ce qui arrive aussi dans la vie courante, à cause de vouloir aller peut-être au même rythme que les autres, et peut-être c'est un rythme qui est trop rapide pour nous, ou qui est peut-être trop lent, ça dépend, mais c'est souvent plus rapide. Donc cette pression-là va faire en sorte qu'on oublie de faire peut-être ce qu'on aurait dû faire, ou on fait mal ce qu'on aurait pu bien faire. Ça, c'est l'un des aspects. Il y a aussi le fait qu'après, on devient aigri. On a l'impression... On verse beaucoup plus dans la jalousie. Dans la jalousie, l'envie. Parce que trop de comparaisons nous fait perdre la raison. Donc, on devient maintenant une personne qui épie ce que les autres font. Et après, on commence à chercher des mauvaises raisons à la réussite des autres. C'est un phénomène que nous voyons en Afrique. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, on a un phénomène, malheureusement, qu'on dénonce également, c'est ce phénomène de l'empoisonnement. Parce qu'il y a aujourd'hui, beaucoup sont tellement remplis de jalousie, d'aigreur, qu'aujourd'hui, beaucoup versent malheureusement dans l'empoisonnement. Yves, tu as terminé ou tu veux rebondir sur un... Non, c'est effectivement ce que tu dis. Ça fait qu'on n'a plus de véritables amitiés parce que les gens sont en comparaison. Les personnes que tu appelles amis sont en compétition avec toi. Et donc ça devient très dangereux même pour le tissu fermé de l'amitié, par exemple. Donc, c'est vraiment un peu très grave. Exactement. Non, après, oui, Yvan, tu veux rebondir sur un mot? Tu veux rebondir? C'était juste une question, en fait. D'accord. Pas vraiment une question, mais juste revenir sur ce que tu disais. Normalement, on n'est pas en compétition avec les autres, mais on est en compétition avec soi-même. Évidemment. Et juste pour ajouter, c'est que ce que tu dis est vraiment vrai parce que lorsqu'on est sous pression, ça nous amène souvent à faire des mauvais choix. Vous allez voir, je ne suis pas marié parce que je ne peux plus attendre le moment que je dois le faire. Je vais me précipiter. La première venue.
à la première venue. Et parfois, ça, c'est pas parce le qu'il y choix. a un moment qui te met la pression derrière, Voilà. il y a l'oncle Voilà. qui te rappelle que tu es l'aîné d'une famille. Il y a les amis. Il y a les amis il y a aussi l'église. derrière. Ah oui, évidemment. Oui, c'est Mais une vérité. c'est un facteur non négligeable. Hein. Voilà. On n'a rien contre, évidemment, contre la religion qu'on respecte énormément. Évidemment. Mais c'est un facteur également qui n'est pas à négliger. négliger. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un monde de comparaison et comme on a tendance à le dire, il ne faut jamais comparer la Lune et le Soleil parce que chacun brillera quand son tour arrivera. Et ça, c'est le principe. On revient un petit peu vers toi, mon cher Danny, cette pression sociale. Est-ce que, la question, je te l'ai posée au début de cette émission, mais je veux dire, est-ce que toi, tu as vraiment déjà été dans une situation un peu semblable à celle qu'on vient de décrire un peu sur ce plateau-là et comment tu l'as gérée? Je pense déjà que on est tous sujets à cela et j'ai aussi été sujet à cela. Si je dis que je n'ai pas été sujet à la pression sociale, c'est faux. Et déjà, mais pour parler... dans quel sens? Dans le sens de il faut être papa ou que tu dois déjà présenter Étant donné déjà que je suis enfant unique de mes parents, de ma mère pour dire. Oui, et ça encore, on va y revenir aussi, hein, parce que c'est un point Étant donné très, que je suis enfant unique et elle m'a eu très tard, à 35 ans. Donc pour vous dire, tout ça, déjà, c'est quelque chose, ça, on me met déjà la pression parce que je dois réussir obligatoirement. Bah oui. Ça, déjà, c'est obligé. Et tu as tout le temps, elle me rappelle et me dit que non, tu dois avoir un enfant parce que je veux déjà être grand-mère. Parce qu'elle se dit qu'elle va bientôt mourir. Vous voyez déjà. Oui, bon, en général, c'est des phrases de nos mamans en Afrique, hein, mais qu'on embrasse au passage. Hein. Yeah. Et c'est vrai que ça peut faire rire, mais deux fois, ça te travaille l'esprit. Et tu te dis, ah, mais c'est vrai, la dame a raison, à tout moment, la mort peut être là. Et tu as l'impression que tu dois vite faire les choses. Des fois, tu oublies même que tu es encore jeune, tu dois prendre ton temps, mais tu réfléchis comme un adulte, extrêmement adulte, si je peux dire ça comme ça. Ouais. Et des fois, cette pression, pour pouvoir gérer, je me dis qu'il y a encore le temps. Je ne suis pas pressé. Et tu es obligé de rassurer les gens autour de toi que non, vous voyez que je fais ci. Et encore plus, quand j'ai eu mon petit retard au niveau de l'école, avec le bac, parce qu'il fallait attendre que je puisse sortir pour rejoindre d'autres cieux pour pouvoir... continuer tes études, tout simplement. Continuer les études, exactement. Il a fallu beaucoup de choses. Et cette pression, on me posait déjà les questions comme si c'était moi qui bloquais. Est-ce que c'était dur de convaincre maman de te suivre dans ton programme, dans ton chronogramme de vie, j'ai envie de dire? Je pense qu'elle est beaucoup compréhensive. D'accord. Donc ça aussi, ça m'aide beaucoup parce que ça, c'est une chose que beaucoup de parents n'ont pas, surtout en Afrique. Quand on est dans la logique de la comparaison, on ne voit pas souvent la souffrance qui va avec celui qui est sous pression. C'est vrai. Et on a tendance juste à presser, sans pour autant prendre en compte que ça affecte la personne. Et en général, ce sont des personnes qui ont tendance à beaucoup à intérioriser cette pression-là, ces souffrances-là. Oui. Et puis en général, quand on arrive à un stade où c'est un peu trop, il y a ce qu'on appelait tout à l'heure la dépression, il y en a qui vont à l'extrême. Évidemment, c'est le suicide. C'est un point très compliqué, mon cher Nathan. On a parlé du point de notre ami Danny, qui est fils unique. Ça aussi, ça joue beaucoup, hein, le fait d'être un peu l'unique enfant d'une famille. Et la pression, j'ai envie de dire qu'elle est un peu double aussi, cette pression sociale-là. À l'image de notre ami Danny, t'inquiète, on est derrière, on pourra t'apporter un peu d'aide. Mais c'est vrai que la pression est un peu double quand on est fils ou bien fille unique. Mais ça dépend quand même. Ouais. Ça dépend pourquoi. Je vais dans le sens où on est fils unique. Dans la famille, on n'a pas tellement de modèles. Peut-être des cousins éloignés, des amis des parents, des amis des amis des parents. Mais quand on a des frères et sœurs, c'est quand même plus compliqué. D'accord. Parce que les parents font la comparaison directement dans la maison. Imagine-toi, tu as un petit frère qui a le bac avant toi. C'est vraiment plus difficile à gérer. Ouais. Mais quand tu es fils unique, à la limite, on te cajole un peu parfois. Ça dépend aussi du genre de famille, de la communication qu'il y a. Lui, il dit qu'il a eu la grâce, que sa mère communique bien avec lui, que les échanges, il peut expliquer les choses. D'accord. Elle s'appelle comment au passage Elle s'appelle Colombe.
Colombe. Oui. Bah, elle porte très bien déjà le prénom. Voilà, la douceur d'une colombe. Mais voilà, donc on salue Maman Colombe depuis le Gabon. Voilà, donc c'est vraiment une grâce. Moi, je dis c'est vraiment une grâce d'avoir des parents compréhensifs avec lesquels on peut discuter et expliquer notre planning. Et c'est là un peu l'un des points noirs un peu de cette pression sociale, l'absence de communication tout simplement. L'absence de communication ou une mauvaise communication aussi. Ouais. Parce que parfois on communique, mais on communique très mal. Ouais. Et ça aussi, ça crée beaucoup de choses. Mais donc, dans le cas des enfants uniques, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Mais je pense que la pression est plus forte lorsqu'on a une fratrie. Et après, il faut faire des comparaisons. Ton petit frère a eu le bac, ta sœur s'est déjà mariée. Ouais. C'est vraiment et en général, c'est le voisin du quartier qui te le rappelle. Hein. Voilà, le boutiquier qui dit « Ah tiens, mais Nathan, ton frère s'est marié il y a 2 jours. » Tout de suite, la pression est déjà là. La pression est déjà là. Ouais. Donc, vraiment... Mais après, revenir à cet élément essentiel, c'est que la vie, c'est comme un feu de forêt. Il y a des éléphants, il y a des tortues, il y a des lions. Chacun cherche à sortir et à fuir le feu. Ouais. Donc, la tortue a dit un jour à l'éléphant que chacun de nous a sa cachette. Et certains disent que la tortue est très lente, mais au final, on ne retrouve jamais son corps dans les feux de forêt. Donc, c'est à nous vraiment de nous adapter, peut-être avec ce qu'on aurait estimé que c'est une lenteur, de nous adapter pour faire des meilleurs choix. Et puis, au final, qu'on se retrouve 60 ans après, on est tous heureux, quoi. Ouais. Et comme toi, tu parlais tout à l'heure de feu de brousse, moi, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, une vie, c'est un peu comme une course d'endurance. Chacun va à son rythme. Voilà. Le plus important, c'est d'arriver à franchir cette ligne. On a parlé un petit peu de la dépression, on a parlé de l'extrême, mon cher Yvan. Parfois, c'est le suicide, ça, il faut le souligner. Malheureusement, ça touche beaucoup de jeunes, ce qui est dommage. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut aller vers la consultance? Est-ce qu'il faut aller consulter de temps en temps voilà, on va dire des professionnels qui sont dans le domaine, que ce soit des psychologues et tout ça? Est-ce qu'aujourd'hui, le fait de consulter, ça sonne comme, on va dire, la solution par excellence, sinon l'une des solutions? Bon, je ne vais pas dire forcément la solution par excellence, mais c'est une des solutions. C'est le mal déjà de l'Afrique, surtout de notre partie de l'Afrique, où nos familles n'ont pas ça dans la culture, aller voir un psychologue. Voilà, des psychologues, pourtant c'est important. Le psychologue a sa place dans la société. Oui, mais en général, nous, en Afrique, le psychologue, c'est Nathan. Hein, c'est Nathan, c'est le cousin. Voilà. Oui, mais après, évidemment, c'est quelque chose qu'il faut changer. On est d'accord sur le principe. Déjà, c'est vrai que c'est important d'avoir une personne proche qui communique. Une bonne oreille. De psychologue. Il peut jouer le rôle de psychologue, mais après, il faut un spécialiste. Celui qui sait trouver le mot juste au moment qu'il faut. C'est celui qui arrive à mettre des mots sur tes mots. Voilà. Donc c'est vraiment une solution importante et je pense que beaucoup de jeunes aujourd'hui sont dans des situations assez compliquées parce qu'ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas la possibilité de discuter avec quelqu'un qui a la capacité de les comprendre. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est la solution quasiment, sinon la première solution pour moi aujourd'hui qu'il faudrait qu'on adopte pour nous. Nathan, on va revenir sur un autre point qui est aussi très important et qui participe grandement à cette pression sociale. En préparant cette émission, j'ai fait une petite recherche et au sortir de cette recherche, il est dit que c'est beaucoup plus des hommes qui sont, on va dire, très proches de cette pression sociale, qui subissent beaucoup plus la pression sociale que des femmes. Qu'en est-il de la charge mentale? Est-ce que quand un homme vient au monde, il vient déjà avec cette charge mentale et cette pression sociale, ou bien c'est au fur et à mesure que l'homme commence à grandir qu'il commence à recevoir cette charge mentale et cette pression sociale? Alors, je ne crois pas que ce soit forcément à la naissance, mais je crois que c'est arrivé au niveau de la société, donc la cellule familiale déjà, même au niveau de l'éducation. On n'éduque pas parce que nous, quand on était plus jeunes, déjà, on nous interdisait de pleurer. Voilà. Un homme ne doit pas pleurer, un homme doit faire ceci, un homme doit faire cela. Donc, on nous prive déjà d'une charge émotionnelle qui parfois nous permet d'équilibrer cette pression sociale. Exactement. Parce que nos émotions nous servent aussi à équilibrer. Et il y a aussi l'éducation. On nous éduque pour être des chefs de famille. On nous éduque pour être des personnes qui vont pourvoir au pain, qui vont pourvoir au toit de leur famille. Ce qui fait que l'un de voulant t'interrompre, je vais te laisser continuer, et pour aller dans le même sens que toi, mon cher Nathan, ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, on retrouve dans des foyers certains messieurs qui ont du mal à demander de l'aide à leurs femmes, à leurs épouses, tout simplement parce qu'on a grandi avec cette conception que l'homme doit subvenir à tous les besoins de la famille. À tous les besoins, et ça crée deux problèmes. Le premier problème que tu soulèves, c'est que l'homme se retrouve dans une spirale où
impérativement, je dois tout faire. C'est tout faire. Ouais. Et si je ne peux pas, je meurs avec, je meurs comme ça. Et généralement, ça entraîne de mauvaises conséquences. Le deuxième problème que ça soulève, c'est que ensuite, il y a le fait que les femmes se dédouanent. Oui. Après, elles se disent, moi, je dois laver les assiettes, je dois peut-être m'occuper de l'éducation des enfants, préparer. Ouais. Ce qui concerne peut-être la subsistance de la famille, je ne suis pas obligé. Il y en a qui le font si elles veulent. Et ça crée vraiment une déchirure parce que nous sommes au 21e siècle. Les choses ont beaucoup bougé, beaucoup changé. Ouais. Ce n'est plus les mêmes contextes. Dans un contexte peut-être un peu plus ancien, plus traditionnel, c'était possible, c'était facile, c'était plus facile à gérer. Mais maintenant, aujourd'hui, et même avant, nos grands-mères allaient au champ. Il faut se dire la vérité. Ouais. Généralement, ce sont nos grands-mères, pour nous qui avons grandi au village, nos grands-mères qui charbonnaient. On a vu nos grands-mères aller au champ. Peut-être des choses comme la chasse qu'elles ne faisaient pas. Mais tout le reste, planter, débrousser, c'était les grands-mères qui charbonnaient. À la limite, tu te disais, les grands-pères pouvaient se permettre de prendre 2-3 femmes parce qu'ils savaient qu'il y avait une manne derrière, en fait. Donc, effectivement, la charge mentale, elle est très lourde. Et c'est vraiment beaucoup de respect à ces messieurs-là qui vivent des situations aussi compliquées. Dany, il nous reste 1 minute de chrono avant de clore cette première partie d'émission. La pression sociale, s'il fallait donner un conseil aujourd'hui, franchement, on va dire de façon très courte, un petit conseil, c'est lequel à l'endroit de nos téléspectateurs? Je pense que tout part du mental. D'accord. Et donc, se forger un mental fort, c'est l'idéal. Donc, c'est tout ce que je pourrais dire et donner comme conseil vraiment. D'accord. Se forger un mental fort, ça part déjà par le fait d'accepter d'abord sa situation et ensuite de se dire on est capable d'eux et que le plus important c'est d'apporter des solutions pour être un homme meilleur ou donner une version meilleure de nous. Exactement. Voilà, j'ai bien résumé ta pensée? Bien. Bon, c'est super. Et c'est l'heure pour nous de marquer une courte pause. On se retrouve dans une poignée de minutes pour la deuxième et dernière partie de votre émission Génération News. À tout de suite. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission. Nous allons parler de l'hypersensibilité. Est-ce que c'est un atout ou tout simplement un inconvénient? Mais qu'en est-il réellement aujourd'hui de l'hypersensibilité? Yvan, est-ce que tu as des informations sur cette notion-là? Est-ce que tu as déjà entendu parler de l'hypersensibilité? Oui, j'ai déjà entendu parler de l'hypersensibilité. Mais il faut dire que, est-ce que j'ai déjà vu ou véritablement constater ça en une personne? Je vais dire non, pour le fait que déjà je ne suis pas un spécialiste. D'accord. Voilà, mais ce que je sais, c'est que l'hypersensibilité est une nature intrinsèque à une personne. Ouais. C'est un comportement qui se cache au fond d'une personne. Donc, c'est ce que je peux dire sur l'hypersensibilité d'entrée de jeu. Nathan, l'hypersensibilité, des qualités enfuies en une personne, mais c'est loin, je veux dire, on ne peut pas aujourd'hui, c'est vrai que notre ami Yvan nous a donné une piste, on va exploiter cette piste-là, mais c'est plus large que ça en fait quand on parle de l'hypersensibilité. Oui, quand on parle d'hypersensibilité, il faut vraiment voir le côté super pouvoir, mais le côté super pouvoir à l'état brut. Peut-être comme Spider-Man, on a le pouvoir, mais on ne sait pas où lancer la toile, comment la lancer. Ouais. Parfois, on s'en mêle avec. Donc, c'est vraiment très difficile. Il faut noter déjà que, par définition, c'est un trait de caractère et qui nous mène à avoir une sensibilité au-dessus de la moyenne. La sensibilité peut être émotionnelle, sur les faits, sur la manière de ressentir, de percevoir les choses. Les émotions. La sensibilité peut être sensorielle. Il y a des gens qui sont hypersensibles de manière auditive, à la vue aussi. Ça dépend. Donc, mais c'est dans tout ça, on a quelque chose de particulier, mais si on ne sait pas, si on ne connaît pas, on est en danger aussi. Mais du coup, comment on sait qu'on est hypersensible? Comment on le sait? Là, quand même, il faut rencontrer quelqu'un. D'accord. Qui peut il faut consulter. Il faut consulter. Consulter pas forcément un professionnel. Ça peut être un ami qui te dit, mais toi, tu es trop sensible. Et généralement, on nous dit ça, mais on ne se rend pas compte. Ouais. Ou on n'a pas la réelle notion. Nos amis nous disent, toi, on ne t'embête pas. On dit chez nous, tu as le petit cœur. Ouais. Généralement, tu as le cœur de moustique. Ouais. Ça veut dire que petite chose qu'on te fait, tu réagis au quart de tour. Mais la notion elle-même, on ne la maîtrise pas, on ne la comprend pas. Ce qui fait que les gens parfois en rient ou les gens nous jugent. C'est soit l'un des cas, soit l'un, soit l'autre. Ça fait que nous, on se retrouve dans la bulle de la pression sociale parce que les autres ne nous comprennent pas. Parfois, nous-mêmes, on ne se comprend pas. Et comme il n'y a pas de mots
sur notre mot, on a l'impression, notre mal, autant pour moi, s'il n'y a pas de mot sur notre mal, on a l'impression que nous sommes perdus. Et là, maintenant, on rentre dans une zone de confort. Tant que personne ne me dérange dans ma bulle, je suis bien. Ouais, comme on dit, tout le monde est beau, tout le monde est content. Ouais. L'hypersensibilité, mon cher Dany, évidemment, c'est une notion que tu découvres aussi, l'hypersensibilité. Comment la découverte s'est-elle faite? Premièrement, j'ai découvert ça sur les réseaux sociaux. D'accord. Ça s'est passé sur TikTok où j'ai entendu parler d'hypersensibilité, photosensible, etc., des trucs comme ça. Et c'est de là que je découvre tout le panel derrière l'hypersensibilité. L'hypersensibilité, ouais, parce qu'il y a beaucoup de critères voilà, d'un hypersensible. Bon, on aura le temps de revenir sur ces critères tout au long de cette émission. Et c'est comme pouvait le dire M. Nathan, simplement, ça peut se trouver sur plusieurs domaines. Et très souvent, c'est au niveau de nos perceptions des choses. Oui. Et généralement, on n'est pas conscient de cela. Et donc, c'est quelque chose, une notion qui est vraiment pas connue, ou du moins qui n'est pas, dont on ne parle pas souvent. Et donc, c'est pas quelque chose dont on peut connaître par soi-même. Très souvent, on a besoin de quelqu'un pour nous orienter. Ouais, sur l'hypersensibilité. C'est vrai que c'est une notion, j'ai envie de dire, une notion oubliée par certaines personnes ou tout simplement méconnues, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas vraiment cette notion d'hypersensibilité. Vous l'avez dit, hein, on a un peu campé le décor en parlant de l'hypersensibilité, on a parlé un peu de ce côté très fragile d'une personne hypersensible. Est-ce que ce côté aussi, cette hypersensibilité n'expose pas la personne? Parce qu'en général, les personnes hypersensibles sont très vulnérables et facilement on peut les atteindre. Est-ce que ce n'est pas... on va dire un inconvénient quelque part pour une personne, mon cher Yvan? Bon, dans chaque action, sinon dans chaque chose, il y a toujours du bon et du mauvais. C'est vrai que dans un sens, on peut facilement atteindre quelqu'un d'hypersensible, oui, mais dans un autre sens aussi, non, parce que déjà, ce sont des personnes qui sont, il y a certains, pour la plupart, ils sont souvent des personnes assez renfermées. Ouais. C'est vrai qu'ils peuvent montrer leur sensibilité, mais c'est des personnes qui sont très renfermées, qui sont très, on va dire, dans leur bulle. Donc, moi, je pense que c'est un atout aussi. C'est un atout. C'est vrai que ça peut être un inconvénient, mais parfois, c'est un atout. Déjà, ça dépend j'ai envie de placer, ça dépend. Parce qu'on peut être hypersensible dans des choses, par exemple, pour des femmes. Souvent, c'est dans des histoires d'amour. Voilà. Ça peut être bon parce qu'elles ont la capacité de ressortir ce qu'elles ont en elles. On peut facilement voir ce qu'elles ont en elles. Bah oui, mais c'est aussi un défaut. Facilement profiter de ces voilà, c'est aussi un défaut parce que facilement on peut se jouer de ça. Donc ça, c'est bon côté, mais il y a des mauvais côtés. Ce que je voulais ajouter, c'est que dans l'hypersensibilité, il y a un danger grave dans l'hypersensibilité, c'est beaucoup plus les personnes avec qui on est autour. Ouais. Vous allez voir que les personnes hypersensibles, souvent, s'ils sont autour des personnes qui jugent tout ce que ces personnes font, qui vont dans le sens non pas de les aider, mais de beaucoup plus les marteler, souvent ça les emporte à faire des choses qui sont contraires aux normes qui peuvent être bonnes. D'accord. Aujourd'hui, on parle de l'hypersensibilité, vous l'avez souligné, Nathan, c'est de façon générale. Yvon a parlé tout à l'heure de l'hypersensibilité en couple, on va y revenir également parce qu'il y a beaucoup de choses à aborder sur ce point. Mais qu'en est-il de l'hypersensibilité en milieu professionnel? Comment une hypersensible gère son hypersensibilité en milieu professionnel? Alors là, déjà, il faut savoir qu'on l'est. Oui. Ça, c'est un point. Les entreprises, en général, ont des psychologues du travail. En principe, aussi, le domaine GRH aussi doit avoir un regard sur cela. Mais moi, je vais du côté des avantages d'abord. Je pense qu'une personne hypersensible au travail est un atout. C'est une personne qui est travailleuse. C'est une personne qui est méticuleuse. C'est une personne qui est puriste, on dit perfectionniste, qui prête attention aux détails. Et c'est un avantage pour l'équipe généralement. Mais côté inconvénient, c'est que parfois, il y a des mésententes avec les autres. Parce que sa manière de voir, ils ne sont pas au même niveau d'exigence. Ouais. Généralement, les exigences des hypersensibles sont un peu trop élevées pour les autres. Tu demandes trop,
tu en demandes trop ou tu en fais trop. Ouais. Les gens ont l'impression que tu veux te faire voir au travail. Les gens ont l'impression que tu ne veux pas associer les autres. Parce que généralement, un hypersensible, quand il travaille, il ne veut pas être mélangé parce qu'il a peur de ne pas être compris dans sa démarche de travail. Ouais, c'est l'un des critères d'un hypersensible, c'est le refus de travailler en équipe. Voilà. Ouais, en fait, ce n'est pas un refus systématique parce que on n'aime pas que les autres travaillent. C'est parce qu'on se dit, si je fais seul, je ferai mieux. Je vais pas me tuer à expliquer. Je vais pas me tuer à montrer aux autres comment faire. Si je fais seul, je fais beaucoup mieux. Ouais. Et du coup, tu es hypersensible, toi? Là, il n'y a que mon équipe qui peut le dire pour moi. Oui, mais je veux dire, est-ce que tu découvres des critères d'hypersensibilité en toi? Quand même, sur certains domaines, puisque je suis dans plusieurs domaines, dans le domaine ecclésiastique, dans le domaine de la communication, dans le monde du coaching, peut-être des exigences un peu élevées. Parfois, certains te disent, tu es dur sur certaines choses, tu es dur, tu as des exigences. Mais je pense que aujourd'hui, j'arrive quand même à mieux gérer. Et à force d'être en face de personnes hypersensibles, je comprends que parfois, il faut tempérer, il faut doser, comme on dit chez nous. Exactement. Et en parlant de ça, je rebondis sur le point souligné par Yvan en parlant de l'hypersensibilité dans un couple. Est-ce que selon toi, Dany, il serait préférable de se mettre en couple avec une personne hypersensible aussi? Parce que comme on l'a dit, une personne hypersensible, c'est un peu compliqué parce qu'il faut apprendre à connaître la personne. C'est un peu un décodeur. Il y a plusieurs codes que tu dois apprendre à décoder chaque jour et à comprendre cette personne-là. Est-ce que c'est plus facile si une personne qui est hypersensible, supposons que ce soit un homme, qu'il se mette en couple avec une femme également hypersensible pour que, on espère, le couple se passe bien? Déjà, pour parler de ça, je pense que l'idéal, ce n'est pas que les deux soient hypersensibles. Pourquoi? Parce que deux personnes avec un même tempérament, c'est beaucoup plus difficile à gérer. Or, quand on a des tempéraments différents, on est complémentaires. Parce que là où l'autre faillit, on peut facilement relever. Est-ce que c'est le cas pour les personnes hypersensibles? Ça peut être un peu compliqué quand même. Ou à défaut, une personne hypersensible peut se mettre en couple avec une personne qui est dotée d'une forme d'empathie, j'ai envie de dire. Mais pas forcément hypersensible, mais qui a cette capacité d'écoute, cette capacité à relativiser, par exemple. Une personne hypersensible a besoin d'une personne qui la comprend tout le temps. Voilà. Et une autre personne hypersensible va comprendre difficilement l'autre hypersensible parce que, surtout quand les deux ne savent pas. Parce qu'il faut préciser, il y a deux cas. Je peux être hypersensible. Aujourd'hui, tu vas découvrir peut-être ton hypersensibilité. Tu la gères mieux. Ouais, ça a été un choc pour moi de découvrir mon hypersensibilité. Voilà, donc ce qui fait que tu vas mieux gérer tes relations à partir de maintenant. Maintenant, quand c'est deux personnes qui sont ignorantes de leur hypersensibilité, généralement, ce sont des feux dans la maison ou dans la relation. Même en amitié, hein, pas forcément relation amoureuse. Maintenant, si il y a une personne qui devient plus récessive, ça peut marcher. Mais généralement, c'est difficile. Et surtout quand c'est l'homme. Parce que chez nous, les hommes hypersensibles sont mal vus. On a l'impression que vous êtes trop capricieux. Un homme n'est pas capricieux comme ça. Un homme ne doit pas être difficile comme ça. C'est généralement les choses qu'on entend. Un homme ne doit pas pleurer. Un homme ne doit pas réagir comme ça. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont hypersensibles mais qui ne parlent pas. Parce que justement, ils ont peur d'avoir des préjugés, d'avoir ces retours-là qui ne sont pas super intéressants. Mais comment libérer la parole aujourd'hui, Nathan, en ce qui concerne ces personnes qui sont hypersensibles, en l'occurrence des hommes, mais qui ont peur de se dévoiler? Moi je côtoie des jeunes gens, des jeunes garçons, des jeunes hommes qui sont hypersensibles et qui le dévoilent. Et honnêtement, si vous n'êtes pas mûr, vous allez voir ça tout de suite comme de la faiblesse. Un garçon qui, à la moindre dispute, va par exemple mettre un statut. C'est des signes. Il va mettre un statut, non, je suis blessé, ou au moins de problème, ou à la moindre difficulté. Il y a des phrases toujours de découragement, etc. On l'observe, une personne qui se décourage lorsqu'il est en équipe, il a du mal, dès qu'il a bloqué, par exemple, dans une discussion avec Dany, il a du mal à communiquer après. Tu as l'impression que la personne est faible, mais ça c'est quand tu ne sais pas que la personne est hypersensible. Maintenant, pour aider ces personnes-là, il faut quelqu'un pour les écouter. Vraiment quelqu'un qui soit à l'écoute, peut-être un ami, un frère, mais mieux... En couple, c'est encore plus compliqué pour les hommes hypersensibles, parce que les femmes, loin de vouloir diaboliser les femmes qu'on aime beaucoup au passage, mais je veux dire en fait que des fois dans des couples, en fait, quand on est un peu hypersensible, en fait, on parle pas pour comprendre, mais pour répondre. Et ce qui fait qu'en fait, on se retrouve dans un schéma un peu très compliqué.
Et quand un homme se dévoile, un homme hypersensible se dévoile complètement, certaines femmes ont tendance à s'arrêter sur des petits détails qu'elles vont te ressortir ça dans les prochaines discussions. Tu me rappelles un space qu'on a eu sur Twitter sur le sujet, et il y a quelqu'un qui a eu ça. Où il a dû rompre avec une fille parce qu'elle lui a raconté tous les problèmes que son ex lui a raconté. C'est-à-dire qu'elle était avec un ex hypersensible qui a pleuré devant elle. Elle dit qu'elle a quitté le gars parce qu'il était trop faible. Et quand elle est venue vers lui, elle lui a dit ça. Et il a dit, mais je peux pas rester avec toi. Parce que quand moi je veux aussi déballer, parce que lui-même aussi il était hypersensible. Quand moi aussi je vais déballer mes peines, mes souffrances, tu vas aller les partager et tu n'auras pas de compassion, d'empathie pour moi. Donc ce sont des choses qu'on rencontre. Parfois, c'est ta fiancée, c'est elle qui va dire aux gens qu'il est trop faible, il réagit trop mal, avant même que les gens extérieurs ne remarquent. Donc là, c'est quand même dangereux. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire, Yvan? Il faut demander tout de suite à la personne si elle est hypersensible. Je supposons que vous soyez, on va dire, intéressé par une dame. Est-ce que c'est des points qu'on demande de temps en temps aussi, je pense? Peut-être pour éviter un petit peu le petit bémol futur dans le couple. Demander, je pense pas, mais c'est des points qu'on peut remarquer. C'est des points qu'on peut remarquer par des petits gestes, par ce que mon frère Nathan vient d'énumérer. Mais il y a quelque chose aussi, on a parlé de l'homme, mais souvent quand c'est la femme qui est hypersensible, soit elle est très douce, mais soit elle est agressive. Oui, c'est parce que ça, c'est un fait, parce que les hommes gèrent mieux leur hypersensibilité par rapport aux femmes. C'est un fait, c'est un constat. La plupart du temps, les femmes vont refuser même, on va dire, je ne vais pas parler de domination, mais de se soumettre. Se soumettre à l'homme. Donc, pour elles, c'est que l'homme n'a pas le droit de faire ceci, cela. Mais souvent, c'est des émotions internes qui ressortent comme ça. Donc, ça peut être une femme qui est douce et ça peut être bénéfique pour votre mariage. Parce que l'hypersensibilité aussi, c'est ça. Ça peut ressortir des émotions qui peuvent favoriser votre relation assez positive. Mais à cela, on peut aussi avoir le contraire. Une femme qui est très agressive, vous dormez le matin, elle se réveille, elle est nerveuse. Peut-être parce qu'il y a eu une petite incompréhension et ça se traduit directement par une expression, une réaction. Parce que c'est encore là un autre point des personnes hypersensibles, parce que ces personnes ont tendance à s'arrêter sur le plus petit détail et tant qu'ils n'ont pas eu le maximum de réponses par rapport à ce petit détail, donc c'est une roue qui va tout le temps, le sujet va tout le temps revenir. Et pour moi, c'est encore plus difficile quand c'est les femmes. D'accord. Et du coup, parce que tu parles par expérience, est-ce que tu es déjà tombé dessus? Non, mais il est très vertueux dans ce qu'il dit. Mais personnellement, je suis hypersensible, personnellement. Et surtout sur le côté sentimental, je suis très... On est tous, si ça peut te rassurer. Voilà, donc je parle quand même par connaissance de cause. J'ai vécu des relations assez mouvementées. Et souvent, comme il disait... Avec une femme hypersensible? Oui. D'accord. Ah, mais c'était pas la joie. C'est-à-dire, vous faites une semaine, vous êtes bien, mais la semaine qui suit, c'est beaucoup de communication, Nathan. Dans un couple hypersensible, c'est beaucoup de communication quand même. J'ai envie de dire, même c'est l'épicentre d'un couple. De manière générale, mais avec les personnes hypersensibles, c'est double, c'est doublement en fait. C'est peut-être triplement. Et le plus difficile, c'est de trouver la communication adéquate. C'est vrai. Parce que, par exemple, dans ce genre de cas, j'ai géré ce genre de situation, parfois les mots ne passent pas. Il y a une manière de faire. Il y a une manière de communiquer différente. Du coup, on communique par les actes. On laisse les paroles, on laisse les actes parler. On ne laisse pas peut-être les paroles, mais on accompagne les paroles. Joindre l'acte à la parole. Joindre l'acte à la parole, dans le sens où aussi parfois trouver un nouveau code. Si par exemple vous parlez de manière orale, ça ne passe pas, écrivez-vous. Par exemple. Vous écrivez. Ouais, mais est-ce que si madame à la cuisine, tu es au salon, tu ne vas pas mais SMS, généralement, on a toujours un temps. D'accord. Vous écrivez, il y a des couples où on écrit la lettre même. Tu laisses la lettre. Pourquoi? Parce que l'objectif n'est pas de se parler. L'objectif est de communiquer. L'objectif est de trouver des solutions. Donc, si on a essayé un moyen, ça ne passe pas, il faut essayer un autre moyen. C'est parfois les voyages. C'est sortir. Parfois, l'hypersensibilité aussi a des sources. Parfois, la personne se sent trop renfermée. Parfois, la personne se sent trop stressée. Parfois il y a des sources.
qui viennent de l'extérieur ou de l'intérieur. Donc, ça fait 1 an, on est ensemble, on n'est pas sorti au restaurant, on n'a pas fait une balade. Ça fait trop de choses accumulées, trop de frustrations parfois accumulées. On est juste là dans le cadre de la cuisine, du salon, de la chambre. Tu vas au travail, elle va au travail. Ouais, une routine qui s'installe. Une routine qui s'installe et qui amplifie le phénomène. D'accord. Donc, il faut parfois créer un cadre différent de ce que vous avez l'habitude de faire. Moi, je pense que c'est un bon moyen pour gérer ce genre de choses. Dany, ça va, tu es prêt à gérer cette hypersensibilité? Je vais dire, au cas où tu tombes sur une femme hypersensible, Nathan t'a donné des pistes. Est-ce que tu te sens, toi, personnellement prêt à gérer tout ça, cette routine-là pour une personne hypersensible? Oui, je pense bien parce que déjà mentalement, je pense que je suis prêt. Et pour parler un peu de ce que M. Nathan a eu à dire, déjà je pense déjà que je me découvre aussi sur le plateau parce que je suis quelqu'un aussi d'hypersensible, si je peux le dire comme ça. Parce que des fois, quand je me dispute avec mes amis, l'idéal pour moi peut être dans la même pièce, c'est de m'écrire. Oui, ça c'est l'idéal. Si tu me parles, au fait, c'est comme si tu venais encore amplifier la chose. D'accord. Et donc, je préfère que la personne m'écrive et ça me calme. Et là, ça m'a mené tout simplement à me poser des questions. Et j'essaie maintenant de comprendre si maintenant l'hypersensibilité, ce n'est pas seulement l'exagération de nos tempéraments, au fait. Et là, j'arrive à comprendre tout simplement que c'est l'exagération de nos tempéraments. Et c'est juste le côté, notre nature encore qui devient amplifiée quelque part. Et donc, c'est un peu ça. Bon, donc voilà, bah, écoute, tu vas payer la note parce qu'il découvre son hypersensibilité sur Génération News, sur Médian TV. Bah, c'est ça aussi quelque part un petit peu l'objectif de cette émission, c'est d'apporter le maximum d'informations sur l'hypersensibilité. Et pour les gens, les téléspectateurs, s'il y en a qui se posent des questions un peu sur leur hypersensibilité, est-ce qu'ils le sont ou ils ne le sont pas, il y a des tests sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aller faire des tests sur Internet. Il y a des tests pour découvrir votre hypersensibilité ou tout simplement, comme Nathan l'a souligné, aller voir un spécialiste qui va vous dire si vous l'êtes ou pas. Oui, mon cher Yvan, je t'ai interrompu tout à l'heure. Ouais, moi je disais, l'hypersensibilité aussi en couple a besoin aussi parfois d'espace. Espace, comment? Parce que beaucoup d'espace. Beaucoup ont du mal à extérioriser ça devant l'autre. C'est-à-dire quand je suis face à mon conjoint ou ma conjointe, je ne veux pas qu'elle voie par exemple que je pleure. Et directement ça crée en moi une colère parfois. Je réagis mal devant elle. Parfois il est important de laisser la personne un instant. Vous allez voir, il y a certains qui sortent, il pleure, il peut faire tout ce qu'il a à faire et souvent au retour, tout se passe bien, il communique. Donc parfois c'est cet espace-là, être seul, qui permet aussi de laisser l'autre sortir tout ce qu'il a en lui afin de pouvoir revenir véritablement en lui. Et voilà, parfois les choses, vous n'avez même pas besoin de demander pardon ou quoi que ce soit, ça revient naturellement. Et c'est comme on dit, les personnes hypersensibles, Nathan, c'est beaucoup de diplomatie, j'ai envie de dire. C'est beaucoup de diplomatie. C'est comme je disais, le danger, c'est que parfois on veut communiquer, on communique très mal. Ce qu'il dit, c'est important, le fait de laisser l'espace à l'autre. Moi, je vais plus loin quand je coach un peu certains couples. Je dis, ce qu'il faut faire parfois, c'est de savoir que vous êtes un individu. Votre conjoint est un individu. Votre relation est un individu. Donc, il faut vous gérer vous, il faut gérer votre conjoint et il faut gérer le nous. Donc, c'est 3 individus dans ce duo. C'est 3 individus. Donc, vous êtes hypersensible. Votre conjoint est hypersensible. Votre relation sera hypersensible. Donc, à un moment donné, votre relation a besoin d'être aussi aérée, espacée. Parfois, il faut laisser l'autre aller ailleurs. Vous allez même remarquer que parfois, lorsque vous avez fait, par exemple, une semaine, vous êtes trop vus, vous étiez trop ensemble. Le moment où elle va, par exemple, en voyage, où elle va, vous avez l'impression que l'amour s'amplifie. Moi, je l'ai vécu, par exemple. D'accord. Un réel sentiment que l'amour s'amplifie, que vous avez plus besoin, vous sentez plus le besoin de l'autre, le besoin de plus parler à l'autre. Or, quand l'autre était là... Bon, pourtant, il était long, c'était 1 mois quand même. 1 mois quand même, voilà. Donc, quand l'autre était là, c'est la routine. Mais parfois, on a besoin de cet espace-là et ça aide. Ça aide vraiment et ça aide énormément.
D'accord. Et ça, c'est vrai, l'espace, mais très peu de personnes comprennent ça aussi en général quand ils sont dans le couple et qu'il y a un point d'hypersensibilité qui est très installé. Est-ce qu'aujourd'hui, Dany, c'est des points aussi, parce que toi, tu découvres ton hypersensibilité sur le plateau, et évidemment qu'après, tu peux encore approfondir, mais n'aie pas peur, hein, ce n'est pas une maladie, tout se passe bien, l'hypersensibilité, ce n'est pas une maladie, donc n'aie pas peur. Je pense que tu peux approfondir encore des recherches sur les réseaux sociaux, et pourquoi pas même aller consulter pour avoir le maximum d'infos sur l'hypersensibilité. Aujourd'hui, tu le sais, tu es hypersensible. Bon, évidemment, il y a Nathan qui est à côté qui peut t'apporter le maximum d'infos, mais est-ce que c'est justement, Nathan, par rapport à ça, ces personnes qui découvrent leur hypersensibilité, est-ce que tout de suite, ils ont besoin d'être accompagnés? Tout de suite, la personne va rejeter. D'accord. Parce qu'il y a un sentiment d'abord, la personne elle-même se découvre, parfois il y a un rejet de soi. Ça a été le cas pour moi, pour la petite histoire, parce que quand je découvre mon hypersensibilité, tout de suite, j'ai détesté la personne qui m'a informé sur ce point très important de ma vie, parce que à ce moment, j'étais pas très, j'étais pas prêt à recevoir mettre un nom sur mes problèmes. Mais quand on m'a parlé de l'hypersensibilité, j'avoue que tout de suite, j'ai commencé à installer ou bien à greffer des souvenirs par rapport aux critères d'un hypersensible. Donc tout de suite, oui, j'ai rejeté l'hypersensibilité parce que j'étais pas prêt. C'était beaucoup d'informations en même temps pour moi. Il fallait les filtrer, il fallait les gérer. Et c'est avec du temps que j'ai commencé un petit peu à gérer mon hypersensibilité. Donc oui, je suis d'accord avec toi que tout de suite on rejette un petit peu. Voilà, il y a déjà la première réaction, c'est ce rejet-là. Ouais. Donc il faut déjà être en face d'une personne assez technique. Exactement. Et qui nous connaisse aussi. Bon, un professionnel, quand on dit connaître, c'est quelqu'un qui a déjà lu. Parce que quand on rentre en contact d'un professionnel, il saura qu'à la réaction de Dany, par exemple, comme il a dit, parler avec lui pendant qu'il est à un niveau émotionnel, c'est perdre son temps. Parce qu'il ne vous écoute pas. Bah, c'est clair. Donc, il faut attendre peut-être ou il faut écrire. Maintenant, est-ce qu'après, il faut l'accompagner de suite? Peut-être il faut attendre qu'il soit dans certaines situations. Et qu'il accepte aussi qu'il accepte son hypersensibilité. Ouais. Le premier effort à faire, c'est d'entraîner la personne à accepter son hypersensibilité. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas que des inconvénients. Ouais. Il y a beaucoup. Mais tout à l'heure, tu as utilisé une expression très forte en parlant de super pouvoirs. Voilà. C'est ça aussi, un hypersensible, c'est quelqu'un qui a des super pouvoirs, mais qui sont vus comme des défauts par certaines personnes. Moi, je vais plus loin. Les personnes hypersensibles sont des super humains. Ouais. Ce sont des personnes extraordinaires parce que c'est des personnes qui perçoivent ce que nous ou ce que les personnes communes ne perçoivent pas. Ouais. C'est pour cela que justement, elles sont catégorisées tout de suite. De personnes qui exagèrent. Exactement. On te dit ça, généralement, tu en fais trop, tu en demandes trop, généralement. Mais ce sont des atouts pour la société même. J'ai parlé du travail, mais aussi dans les relations, pour les amitiés, ce sont des atouts pour la société. Donc, il faut se dire déjà, je suis un hypersensible, je ne suis pas malade. Je suis une personne particulière qui a une perception particulière, qui a une façon de voir particulière, qui a des atouts. Je dois travailler sur les atouts et les améliorer, mais beaucoup gérer. Beaucoup gérer aussi. Et être une personne hypersensible aussi, se dire à des moments, il faut laisser passer certaines choses. Parce que c'est ça le grand hic. Tu l'as dit, s'accrocher aux détails. Voilà, ce que beaucoup ont du mal à relativiser, ce qui fait que ça rend la situation un peu très compliquée. Évidemment, il y a beaucoup de personnes hypersensibles. Moi, j'ai eu le temps d'échanger avec ces personnes que je salue au passage. Ces personnes hypersensibles. Donc, on a Raïssa, qui est hypersensible aussi du côté d'Agondji à Libreville, qui est vraiment dans cette hypersensibilité. Ils sont nombreux, hein, Déco, j'ai échangé avec beaucoup. Donc en tout cas, merci à ces personnes-là. C'est grâce à ces personnes-là, on arrive vraiment à libérer la parole. Et du coup, l'hypersensibilité, qui est parfois perçue comme une maladie par beaucoup de personnes, aujourd'hui, c'est beaucoup plus vu comme des atouts que des inconvénients. Les amis, nous sommes arrivés au terme de cette émission. C'est allé très vite. Évidemment, les thématiques sont très pertinentes et intéressantes, mais ça allait très vite. On remercie Nathan. Merci d'avoir participé à nouveau à Génération News. Hein. Merci d'être venu sur le plateau de Mehdi. Dany, écoute, on t'enverra la facture pour l'hypersensibilité, la consultation. Un coaching payant si tu veux. Voilà, notre ami Nathan. En tout cas, merci d'avoir répondu à l'invitation. Dany, ça a été un plaisir de te recevoir. Yvan, toujours un plaisir de te recevoir sur ce plateau de Génération News. Et c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se donne évidemment rendez-vous samedi prochain pour d'autres thématiques liées à la jeunesse. Et d'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.